Bonjour à tous, c'est Mimi Leili, j'espère que vous allez bien. Alors, on a fait un premier avis lecture sur toutes les lectures que j'avais fait entre octobre, novembre et décembre 2025. Il est donc temps de parler de mes lectures de janvier, février, début mars, parce qu'il y en a qui ne rentrent pas dans mon challenge petit mois, petite lecture en mars. Voilà. Et puis, c'est parti. Alors, j'ai eu un peu la flemme de me maquiller aujourd'hui, du coup, vous verrez mes boutons dégueulasses, voilà. C'est l'histoire de dire aussi qu'on peut continuer à avoir de l'acné à 30 ans, merveilleux. Bon, alors, j'ai un petit panel de choses à vous montrer, j'en ai pas tant, j'en ai 7, je crois, ou 8, 7, 8, dont 2 que je n'ai pas là, voilà. Donc, je vais vous montrer tout ça. Voilà, il y a du beau monde, vous voyez, il y a du beau jaspage. Il y a des trucs qui sont là depuis un certain temps dans ma palle. Je me munis aussi, pour une fois, c'est la première fois que je peux faire une vidéo avec, je suis contente, du carnet de lecture de Audrey du Souffle des mots, parce que c'est une copine qui me l'avait offert à mon anniversaire en septembre 2025. Du coup, je voulais le commencer pour janvier. Et là, j'ai donc de quoi vous parler de mes lectures. C'est au moins pour mes avis. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai mis des couleurs partout. Et puis petit à petit, je suis en train de colorier tout ça. J'ai fait des jolis washi tape, alors je les utilise. C'est surtout pour que je puisse vous parler un petit peu plus en détail de mes avis et de ce que j'ai à dire si jamais j'ai des oublis. Voilà. Commençons sans plus tarder. Je voulais commencer l'année par un truc qui était dans ma palle depuis longtemps et qui me faisait peur parce que c'était un peu une pavasse. Et ce truc qui était dans ma palle depuis longtemps et qui était un peu une pavasse, c'était Plein ciel de Siècle Vaelban. Hop, regardez-moi, j'adore ce livre, je le trouve magnifique. Déjà pour commencer, je trouve que le travail édito qui a été fait dessus, il est trop beau. Alors je vais pas le ressortir, mais là il y a un triple signet, il y a 3 rubans sur le signet. C'est trop chouette. Bon, il a pris des petites gouttes de pluie en haut, donc zut. Mais ça se voit pas trop, donc voilà. Et puis je le mets en évidence dans ma bibliothèque. Eh bien, c'est un pur coup de cœur. J'ai adoré cette lecture, mais c'était un banger absolu. Je ne voulais pas sortir de là. Il m'a fallu plusieurs jours après pour décanter et je m'étais dit que j'arriverais jamais à lire autre chose de mieux. Voilà, vous connaissez vous-même ce sentiment. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas ressenti pour un livre et du coup ça m'a fait énormément plaisir de l'avoir enfin à nouveau. Et j'ai vraiment, mais j'étais dedans quoi, j'étais dedans. Alors Plein ciel, de quoi ça parle? C'est une jeune fille qui s'appelle Ivoire, qui fait partie de ce qu'ils appellent la caste des jouets. La caste des jouets, ce sont des personnages qui peuvent maîtriser les objets. Donc un objet, un type d'objet en particulier, et Ivoire, elle maîtrise les rubans. Voilà. Elle travaille donc dans un atelier avec son maître jouet en tant que crinoline. Crinoline, ça veut dire en gros, elle est sous-maîtresse d'atelier si vous voulez. Chaque maître jouet a 3 crinolines en dessous de lui. Ou elle. Et donc elle travaille dans un atelier de couture, très logiquement. Et puis, on va lui faire une demande. Les masques vont lui faire une demande de créer une robe pour la soliste de l'opéra, Plein ciel. Et les masques, c'est donc la caste d'aristocrates, si vous voulez. C'est la caste qui est au-dessus d'elle, parce que plutôt que de maîtriser des objets, ils maîtrisent le corps humain ou animal. Voilà, ça c'est globalement l'idée de départ. Et donc, on va suivre Ivoire, qui va produire un ruban pour la soliste de Plein ciel, et elle est tellement ravie de ce ruban qu'elle va faire venir Ivoire à Plein ciel. Et là, on va découvrir ce qui va se passer à l'intérieur de l'opéra. C'est énormément de jeux de pouvoir, de politique. Là, j'ai donné le début, mais genre le chapitre 1, quoi. Vous voyez? Sur un truc qui fait un truc genre 680 pages. C'est hyper dense, c'est hyper bien construit et j'adore. J'adore parce que l'univers est hyper foisonnant. Tu sens qu'il y avait vraiment beaucoup d'idées qu'il fallait faire rentrer là-dedans. Il y a plein d'intrigues de cour et de géopolitique et moi c'est un truc que j'adore en fantasy, vraiment c'est l'un des trucs pour lesquels j'achète de ouf. C'est pour ça que j'ai adoré l'Assassin Royal par exemple, ou à l'époque quand j'avais lu... comment il s'appelle? C'est Pug l'apprenti sorcier, pareil, il y avait des histoires de géopo et tout, ça allait super loin. Moi c'est vraiment mon kiff, dans la vraiment high fantasy quoi si vous voulez. Et là il y a vraiment un peu de ce style là.
Et en même temps, c'est quelque chose de très rafraîchissant, c'est très poétique. J'ai écrit fantasy baroque dans mon carnet de lecture parce que, en fait, pour moi, ça a des codes du steampunk. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que ça a des codes du steampunk. Il y en a beaucoup qui ont fait le parallèle avec la passe miroir, que ça ressemblait pas mal dans l'histoire ou dans la plume, en tout cas dans la vibe à la passe miroir. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, à la passe miroir aussi, ça m'avait fait l'effet de je veux pas le lâcher, je veux continuer à lire cette dinguerie. Je suis assez d'accord. Et il y a aussi tout un parallèle sur les relations entre les personnages. Et ça, j'adore. Vous me connaissez à force. Vous savez que c'est vraiment mon truc, les relations interpersonnelles. Bref, c'était vraiment hyper chouette, hyper dense, hyper complet. C'est une claque. Il y a beaucoup de thématiques qui sont relevées. Évidemment, celle du pouvoir et du lien avec le pouvoir, celle de la liberté. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que au départ, on pense que tout est un peu manichéen. On se dit bah, machin est gentil, machin est méchant. Et plus on avance dans le roman, et plus on a des personnages qui sont nuancés, et même des personnages qu'on pensait qu'ils étaient mais horriblement dégueulasses et profondément méchants. En fait, t'arrives à créer une empathie avec eux parce que on en arrive à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Ça n'enlève pas le fait que ce soit parfois immonde et absolument abject, quoi. Mais on se dit, ouais, mais comment moi j'aurais tourné s'il m'était arrivé, si j'avais vécu telle ou telle situation. Vraiment, ça questionne vachement sur notre rapport aux autres, à l'humain, et notre rapport à notre morale, et je trouve ça très chouette. Bref, c'est une folie. Dans mon avis lecture, j'avais écrit un truc un peu dithyrambique, je crois. Bon, j'ai évidemment mis 5 étoiles. J'ai mis incroyable, je n'arrive pas à me sortir Ivoire et lit de la tête. Tout ce que j'aime en fantaisie, des intrigues politiques de courte, un univers très riche, des personnages aussi insupportables qu'attachants, on valide. Je suis soufflée par la capacité de l'autrice à nous faire vivre des rebondissements sur rebondissements, et face à la qualité de la poésie de sa plume, j'en veux encore. Ouais, voilà, je me paraphrase, quoi, finalement. Et comme on peut mettre une petite citation, j'ai choisi « On meurt de ne pas être libre, Ivoire », qui est une citation que j'ai beaucoup aimée. Alors moi, je fais pas d'annotation dans mon livre, vous le voyez. J'ai horreur de ça, je ne veux pas toucher à l'intégrité physique de mon livre, donc il n'y a pas de petites annotations, il n'y a pas de surlignage, il n'y a pas de cornage de paille, j'ai rien de tout ça chez moi, vraiment pas. Mais du coup, alors ce que j'ai fait, c'est que parce que du coup je les note pas forcément, les citations pendant que je lis, là comme plein ciel, c'est un truc qui était vachement connu, je suis allée chercher sur Babelio les meilleures citations, j'ai pris celles que je préférais, je fais pareil pour les autres quasiment. Bon, voilà. C'est anecdotique, mais ceci dit, vraiment une claque plein ciel. Je suis contente de l'avoir enfin découvert. Je vais regarder, mais je crois qu'il était dans ma palle depuis sa sortie, c'est-à-dire genre 2023. Attendez, hop. 2024. Bon, ça va, c'était pas si tant. J'avais l'impression que ça faisait vraiment longtemps qu'il était dans ma palle. Il est sorti en 2024, je l'ai acheté à peu près à sa sortie, je dirais peut-être 1 mois ou 2 mois après. Et il a dormi dans ma palle pendant quasiment 2 ans, du coup un peu moins de 2 ans, 1 an et demi. Et après ça, du coup, mais comme je l'écris, j'en voulais encore quoi, je voulais encore de Siècle Vaelban, et ça tombe bien parce qu'à Noël en 2025, j'ai reçu le Cri Soleil. Admirez-moi ces transitions magnifiques. Voilà, là aussi chez Big Bang, là aussi un magnifique travail au niveau du jaspage et de la présentation du bouquin. C'est dommage qu'il n'ait pas de signet celui-là, mais je m'en contenterai. Il y a une très belle carte qui est directement en 2e et 3e de couve que j'aime beaucoup. Vous voyez ? Je trouve ça beaucoup plus ergonomique que d'avoir à aller chercher dans une des pages du début. Et alors moi je fais pas partie de la team, j'ai absolument besoin de cartes tout le temps. Même si j'aime bien pouvoir me référer à une carte quand t'as des personnages qui disent je vais à tel endroit. Ça m'arrive régulièrement d'aller regarder. Mais si je ne peux pas le faire, c'est pas un manque pour moi, vous voyez dans l'idée. Donc, le Cri Soleil, c'est l'histoire, en fait c'est une histoire groupée. On a 3 points de vue qui se croisent. On va suivre donc le personnage de Phare, qui est donc le Cri Soleil. Le Cri Soleil, c'est en fait le seul être vivant, humain, qui est capable de réchauffer la planète parce que tout est dans un froid absolument polaire et glacial. Et donc il va pousser son cri qui va le déchirer de l'intérieur. Vraiment, c'est une souffrance absolue. 1 fois par mois, à peu près, je crois que c'est ça, pour pouvoir réchauffer sa cité. Et toutes les cités qui ne sont pas la cité lumière dans laquelle vit le Cri Soleil
sont voués à être dans le froid. Voilà, ou dans l'idée. Et donc on va suivre Phare qui commence à plus supporter le fardeau que c'est que d'être un cris-soleil. Ensuite on va suivre Nour qui va se voir confier une jeune fille par une de ses amies qui est mourante, donc qui va lui donner sa fille. Et cette fille, elle a des caractéristiques qui feraient penser qu'elle pourrait être le prochain cris-soleil. Donc elle est hyper convoitée, il faut la protéger quoi. Et on a un troisième personnage qui au départ paraît complètement à l'extérieur de tout ça, qui est Odanai, qui est une jeune fille qui a grandi dans une cathédrale avec des vieilles personnes. Et elle va devoir être contrainte de quitter sa cathédrale et elle va s'en suivre un périple. Et donc évidemment, vous vous doutez, les destins de ces trois personnes vont se croiser, etc., etc. Il va se passer tout un tas de péripéties. Et ce que je trouve très chouette, je sais pas si je peux vous montrer, vous voyez, c'est qu'on a dans un même chapitre une alternance de chacun des points de vue au fur et à mesure. Et par partie, les points de vue roulent. Vous voyez, au départ, c'est, je sais plus dans quel ordre, Phare, Nour, Odanai, et puis après, petit à petit, c'est dans un autre sens. Enfin, vous voyez dans l'idée, bref. Ça n'a pas énormément d'incidence, c'est juste pour montrer que l'histoire continue d'avancer, même si tel personnage vit telle chose, à côté il se passe d'autres trucs quoi, finalement. J'ai bien aimé, beaucoup moins que le Plein Ciel, je m'attendais à une même claque et ça n'a pas été autant une claque que Plein Ciel. Ça se lit facilement, c'est assez rapide à lire, je crois qu'il y a un truc genre 300 pages, ou ouais c'est ça, à peu près 300 pages, un tout petit peu moins. Ça se lit assez bien. C'est assez touchant, c'est assez poétique, mais effectivement, j'ai pas retrouvé l'extase que j'avais vraiment ressentie dans Plein Ciel. Donc j'étais... Alors, déçue est un grand mot, parce que c'est quand même très très chouette, mais j'étais pas aussi extatique, quoi, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai écrit dans mon carnet de lecture? La plume de l'autrice est toujours aussi poétique, mêlée ici de plusieurs voies distinctes. On suit trois chemins qui vont se croiser et s'emmêler pour survivre à la rudesse du monde froid. Une quête identitaire, une quête de sens. Les trois personnages vont en fait chercher à trouver leur destinée. Oh waouh, je suis vraiment trop impliquée dans mes avis. C'est très joliment écrit, mais selon moi, ce n'est pas du même niveau que Plein Ciel. Dommage. Oui, j'ai quand même mis 4 étoiles et demie parce que ça reste une très très bonne expérience de lecture, mais je suis pas du tout sur le même genre de coup de cœur, vous voyez. Combien de cris pour combien de cités, combien de rêves brûlés, combien de morts, ça c'est la citation que j'ai choisie de la même manière que je l'ai choisie pour Plein Ciel. Voilà, donc le cris-soleil, j'ai encore envie de lire du siècle Vaelban, je sais qu'elle a une plume qui est hyper hétéroclite, elle écrit plutôt en fantaisie, mais alors par contre elle écrit des trucs, mais des mondes qui sont complètement différents les uns des autres. C'est assez chouette et c'est assez rafraîchissant, donc j'ai pas mal envie de découvrir la suite de son... J'allais dire sa discographie, on n'est pas en musique Amélie, calme-toi. Ma dernière lecture de janvier, il s'agit... vous l'attendiez peut-être, enfin, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, sorti chez Brajlon. Magnifique jaspage, magnifique couverture, magnifique illustration, une carte à l'intérieur de la jaquette. Ça pour moi c'est pas du tout pratique, hein. Mettez-moi la carte là ou là, à la limite, mais la mettez pas là. C'est trop chiant d'avoir à retirer l'overlay à chaque fois. Bref, voilà. Le Pont des Tempêtes, est-ce que je vous fais l'affront de vous expliquer ce que c'est ce principe? Je sais même plus comment elle s'appelle. Lara, c'est une princesse héritière d'un royaume qui va se marier au roi, qui est un jeune roi, du royaume voisin pour des accords commerciaux. Voilà, on est sur un pitch de romantaisie très basique, qui marche très bien, ceci dit. Il y a le premier chapitre, il m'a un peu déboussolée parce que je me suis dit « Ah, elle est pas si sympa que ça, Lara !» Mais en fait, après, évidemment, on comprend, machin, mais j'ai eu vraiment un petit... En plus, la vie a fait finalement qu'après avoir lu le premier chapitre, j'ai dû m'arrêter de lire. Donc j'étais là, mais où on nous embarque? Bon, on nous embarque plus proche de ce qui était convenu que ce que le premier chapitre nous laisse augurer. Mais bref. J'ai très envie de lire la suite. Je pense que je vais la lire, la suite. J'ai été très très happée par la fin. Vraiment, je pense que cette partie-là, c'est vraiment la partie qui m'a le plus parlé. On voit venir les trucs à 2000 km. Vraiment, il n'y a pas de surprise là-dedans. Il n'y a pas de retournement, de plot twist, de machin, de trucs. Mais c'est hyper efficace. Même si tu le sens venir, tu as toujours un espèce d'esprit qui te dit non, s'il vous plaît, que ça n'arrive pas. Et évidemment, ça arrive. Et quand ça arrive, tu fais non, mon Dieu, mais c'était si évitable. Oui, on est sur des procédés narratifs qui sont très faciles et très plaisants. Mais
qui sont utilisés à bon escient et qui en plus fonctionnent et ne te font pas, alors moi en tout cas, m'ont pas trop fait lever les yeux au ciel parce que c'est facile mais ça marche, vous voyez. Quand je le compare à Force Wing, j'ai beaucoup discuté avec des copines et on a pas mal comparé ça à Force Wing. La différence avec Force Wing, c'est que Force Wing, c'est facile, ça marche, mais c'est improbable. Ça ne devrait pas exister parce que c'est pas logique dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Là, tout est très logique. C'est facile, ça marche, mais ça casse pas trois pattes à un connard, mais c'est logique. Donc oui, ça nous embarque. Alors que Force Wing, je levais les yeux au ciel tout le temps parce que j'étais là, mais ça ne peut pas arriver. La Violette qui était censée être hyper malade et qui en fait peut faire plein de trucs sur son dragon. Enfin, vous voyez, il y avait plein d'incohérences dans Force Wing qui là, il n'y a pas. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une romantasy qui est très efficace, parce que évidemment, ils vont tomber amoureux, ça va bien ou pas trop bien se passer, il va se passer des trucs, des trahisons, des machins, des trucs, on est sur une romantasy assez classique, mais ça marche. Et du coup, c'était une très bonne lecture, vraiment j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Je l'ai lu en combien de temps? Je le marque, ça aussi, dans mon nouveau carnet de lecture. Je l'ai lu en une semaine, 6 jours, voilà, donc... pour mon rythme de lecture depuis la dernière année, c'est pas si déconnant. J'ai écrit quoi d'ailleurs? Une romance dans un monde de fantasy qui fonctionne bien. Voilà, très bien. L'histoire est prenante, même si parfois prévisible. La fin du tome 1 donne envie de découvrir la suite. Lara est parfois un peu puérile mais attachante, et Aren est un bel exemple d'homme profondément bon. Oui, c'est vrai. J'aime bien que la fiction nous montre aussi des hommes qui sont pas tous des connards. Et ça me fait du bien aussi de voir que on peut espérer voir des hommes bons, s'il vous plaît. J'en peux plus d'avoir des nouvelles sur les actualités, des trucs accablants sur à quel point les hommes sont des connards. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre d'entendre parler des agresseurs et autres consorts. Donc, quand on a un truc de fiction qui parle de gens qui sont bons et a fortiori des hommes, ça fait du bien. Voilà, quand c'est bien écrit, parce que des hommes bons au travers du regard d'un homme qui se dirait ça c'est pas mal, sauf qu'en fait, genre il y a du female gaze, il y a du regardez comme ces courbes sont belles. On souffle fort. Vous voyez, j'ai vraiment l'exemple de tous ces livres écrits par des hommes où la première occurrence féminine, la meuf se regarde dans le miroir pour contempler ses seins. Et le héros le dit « Non, je suis un homme bien, je ne regarderai pas que ses seins. » Vous voyez, ça, c'est pas un homme bon pour moi. Un homme bon, c'est Aren. Voilà. Aren est un exemple d'homme bon, pas que avec Lara, aussi avec tout son peuple. Et je trouve ça très chouette. Donc je continue mon blabla. L'Enemies to Lovers est bien retranscrit, crédible et apporte une vraie tension. L'univers est simple mais efficace, et même si la plume m'a parfois fait lever les yeux au ciel, j'ai bien aimé. Citation: c'était au cœur de l'orage qu'il retrouvait son chemin. Pareil, j'ai mis 4 étoiles et demie. On n'est pas non plus sur un coup de cœur, mais voilà. C'est un truc qui fonctionne bien et ça m'a donné envie de lire la suite. D'ailleurs, je fais partie de ces gens qui voulaient avoir la suite tout de suite après la fin du tome 1. Je l'ai pas, donc je n'ai pas pu faire avec, mais j'ai bien envie de la lire. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont fini par abandonner la saga au bout du tome 3-4. On verra ce qu'il en est pour moi. C'est relativement rare que j'arrête des sagas au milieu, mais comme je lis relativement peu de très longues sagas, je saurais pas vous dire. Donc on verra ça si je lis la suite et quand je lirai la suite. Voilà. Ensuite, on arrive au mois de février, et en février, j'ai lu aussi 3 bouquins. J'ai lu tout d'abord La maison au sortilège de Emilia Hart, qui est l'histoire d'une maison qui est passée d'âge en âge, dans lesquelles on va suivre 3 femmes de 3 époques différentes. Je ne veux pas en dire beaucoup plus, une question de sorcellerie là-dedans. Il n'y a pas vraiment du fantastique, il y a un peu, mais pas trop, du fantastique. C'est vraiment plutôt un espèce de mélange entre moi je l'ai classé dans historique. C'est un espèce de mélange entre l'historique et ouais, un truc un peu féministe quoi. Et c'est vraiment ma vibe, ça me plaît beaucoup. Il y a une scène en particulier à laquelle j'étais pas préparée, et même si je l'ai vue venir, j'avais pas envie de la lire. Donc voilà, pour ceux qui l'ont lu, vous le saurez. Sinon c'était très chouette à lire, c'était vraiment une très bonne lecture. La façon dont les destins de ces femmes s'entremêlent et qu'on comprenne en fait l'histoire de cette lignée
de femmes. Je trouve ça très chouette. C'est très sororal comme lecture. Il y a vraiment beaucoup d'occurrences féministes. Il y a beaucoup de blabla sur la façon dont on traitait les femmes qu'on accusait de sorcellerie dans les années 1600. D'ailleurs, la première femme qu'on va croiser, comment elle s'appelle attendez, Alta, oui c'est ça. La première femme qu'on croise, c'est Alta, dans les années 1600. Elle est accusée de sorcellerie et on va commencer par son procès au tribunal. Donc on est sur quelque chose que j'ai trouvé très juste, en fait, dans l'émotion, très poignant. Ensuite, on a Violette, je crois qu'elle s'appelle. Oui, c'est Violette qui est une héritière, entre guillemets, dans un fief où le père est vraiment très strict, quoi, si vous voulez. Et elle veut être entomologiste, mais son père veut faire d'elle une bonne femme de bonne manière. Vous voyez, on est dans l'entre-deux-guerres, je crois, de mémoire. Donc, dans cette période-là. Et ensuite, on suit, comment s'appelle-t-elle ? Kate. Kate qui fuit Londres et son conjoint violent. Et donc, en fait, c'est vraiment 3 femmes avec des destins un peu brisés qui vont montrer à quel point elles sont fortes. Vraiment, le mot qui me vient, c'est sororité. C'est vraiment une histoire de femmes fortes. Et pas femmes fortes parce qu'elles savent se battre comme dans des Marvel, vous voyez. C'est des histoires de femmes fortes qui ont fait preuve de beaucoup de résilience dans leur vie et qui ont prouvé que, en fait, la force, les femmes, elles l'ont en elles. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une lecture très éprouvante et très émouvante. Donc c'était une nana qui me l'a offert pour un Secret Santa sur un Discord d'écrivains pour Noël. Je voulais pas le faire trop traîner parce que ça faisait longtemps que je l'avais vu passer et que il me parlait. Je sais que j'ai une copine qui est en train de le lire, donc j'ai très hâte d'avoir son avis. Si Pauline, tu passes par là. Et ouais, moi j'ai été très embarquée. J'ai eu vraiment besoin d'un moment de décantation à la sortie du livre en me disant c'était dur, j'en ai marre de lire des trucs durs, même s'il y a beaucoup d'histoires de résilience et que ça finit bien, si vous voulez. On en a marre de voir des destins brisés de femmes parce que ce sont des femmes, vous voyez. Alors, je pense que c'est nécessaire comme genre de lecture. Je pense aussi que les gens qui devraient lire ce genre de choses pour comprendre cette pensée féminine ne les liront pas. Voilà, mais bon, c'est peut-être je suis un peu cynique, mais... Que voulez-vous ? Voilà, mais c'était vraiment très chouette et des destins de femmes fortes, on aime beaucoup. Pareil, est-ce que je vous lis mon blabla ? Est-ce que je vous lis mon blabla ? Je vous lis mon blabla. Ce livre dérange, questionne et révolte. Ça aurait pu ou dû être un coup de cœur, mais je ne pense pas l'avoir lu au bon moment. J'en ai assez de me prendre en pleine tronche les violences faites aux femmes, et c'est le sujet du livre pour 3 femmes de 3 époques différentes. J'en ai assez de lire des V et des hommes pourris, même si cette lecture était prenante et entêtante. La fin est lumineuse, heureusement, je veux de la lumière. Vous voyez, on est vraiment sur... Je l'ai quand même noté 5 étoiles parce qu'objectivement, c'est une très bonne lecture et c'est très bien écrit. Mais je pense que je suis dans un mood là, enfin, j'ai été à ce moment-là, je le suis à nouveau, dans un mood où j'ai besoin de... Genre, laissez-moi tranquille, je veux mettre la tête dans le sable, ne pas penser à l'actualité absolument dégueulasse. Et arrêter de broyer du noir parce que aucune des causes n'avance. Et juste... Oh, les jolis babillons. Vous voyez un peu le mindset. Je pense que c'était un peu ça à ce moment-là aussi. Voilà. Et donc, citation préférée, être différente n'était peut-être pas une si mauvaise chose après tout. C'était même peut-être une chose dont elle pouvait être fière. Ça me parle bien comme citation. Donc après ça, j'avais besoin de douceur et de légèreté. J'ai fait un petit sondage Insta pour savoir si je passais sur Les Aventuriers de la Mer ou La Société très secrète des sorcières extraordinaires, mais puisque je venais de me taper de la merde, enfin en tout cas de la merde sur les femmes, hein, pas de la merde dans l'écriture, pendant 500-600 pages, j'ai fait on va prendre du cosy, hein, on va prendre de la cosy fantasy. J'ai donc continué sur La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana et ça m'a donné ce que je voulais. Voilà. J'avais besoin de ça, j'avais besoin de douceur, de jolis câlins et de papillons, voilà. C'est l'histoire de, comment s'appelle-t-elle, Mika Moon, qui est youtubeuse influenceuse sorcière.
mais en fait elle est vraie sorcière dans la vraie vie. Et donc il y a un coven de sorcières qui se réunit, elle fait partie d'un coven de sorcières qui se réunit tous les mois. Et le credo de ce coven, c'est évidemment, vous ne révélez pas votre existence au reste du monde. Restez cachés quoi. Et même nous, il vaut mieux qu'on évite de trop se parler. Et évidemment, elle va être appelée pour aider dans une maison où il y a 3 petites sorcières, parce qu'il y a un des gars qui garde ces petites sorcières, qui va tomber sur ces vidéos sur YouTube et il va faire « Ah, mais elle c'est une vraie, c'est pas une qui fait semblant ». Et donc il la démasque et donc il prend contact avec elle pour qu'elle vienne s'occuper des gamines, pas en tant que maman, mais en tant que préceptrice, si vous voulez. Elle va leur apprendre à contrôler leur magie et il y a une espèce de sous-arc il faut se dépêcher avant qu'il y ait le notaire qui débarque dans la maison et qui risque de tout leur prendre. Il y a une espèce de sous-arc avec il faut faire attention à ce que la magie ne soit pas visible par les autres et donc en fait c'est très très interdit des sorcières qui se rejoignent, donc est-ce qu'elles vont réussir à rester ensemble, vous voyez? Sauf que c'est juste de la douceur, c'est juste de la guimauve et des bonbons quoi, ça m'a fait du bien, un chocolat chaud, c'est vraiment ça ce livre, c'est tellement cosy, vraiment, ça garde son nom de cosy fantasy, c'est vraiment mérité quoi, c'est exactement ce qu'on cherche quand on lit de la cosy fantasy, c'est oh, mon dieu, des péripéties, oh ça va, tout va bien se passer, vous voyez ce qui se passe, c'est très agréable. Évidemment, il va y avoir une petite romance en fond, c'est pas vraiment du spoil parce qu'on le sent venir tout de suite. Le personnage de Yann, qui est donc le gars qui retrouve Mika pour qu'elle vienne s'occuper des filles, est un sexagénaire fantasque qu'on adore et on voudrait tous avoir un grand-père pareil. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... il y a des notions qui sont un peu plus difficiles, qui sont abordées, notamment la peur de l'abandon, ce genre de choses-là. Mais c'est fait avec une telle douceur que ça fait du bien. Voilà. Donc c'est exactement la lecture dont j'avais besoin après La Maison au Sortilège. J'avais vraiment besoin de voir des hommes bons qui font des trucs gentils juste pour élever 3 gamines qui ont des pouvoirs magiques. Et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Et c'était parfaitement ce que je voulais. Voilà, donc c'est une question de mood un peu, hein, ce qu'on lit. Hein. Qu'est-ce que j'ai écrit à ce propos dans mon livre magique? J'ai écrit enfin, ça parle de sorcières et c'est tout doux, qu'est-ce que c'est agréable, ça fait du bien et du baume au cœur, j'avais besoin de ça. Un plaid, un thé, des petits gâteaux, des enfants sorcières trop mignonnes, un bibliothécaire bougon et la magie opère. C'est simple et efficace, mais ça m'a tiré rire et larmes, oui c'est vrai. C'était un vrai doudou, très envie d'en lire plus de cette autrice. Et dans la citation, ma citation préférée, c'est « Qui parle de changer le monde? Que dirais-tu de le rendre simplement un peu meilleur? Puis encore un peu, et encore un peu, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être longtemps après notre mort, il ait changé. » C'est trop chou, voilà. J'ai mis comme note, j'ai mis 4,5, parce que c'est pas de la grande littérature et que je reconnais que ça a marché surtout parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là, mais ça marche très très bien. Enfin, c'est très très chouette. Voilà, c'était très très chouette. Des bisous, on va se retrouver pour la suite de cette vidéo beaucoup trop longue après, et puis vous allez avoir beaucoup trop d'avis lecture sur ma chaîne, c'est vraiment, ça va être interminable. Bisous.